Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, le tableau périodique des éléments a été mis au point par le chimiste russe Dmitri Mendeleïev en 1869. Il présente tous les éléments chimiques présents sur Terre et dans l'univers. La structure de base de ce tableau n'est pas déterminée au hasard, mais par des lois fondamentales et universelles de la mécanique quantique. Le tableau périodique se base sur la représentation de l'atome selon le modèle de Rutherford-Borde. Le noyau de l'atome est composé de protons, de charge électrique positive, et de neutrons, de charge neutre. Le noyau est entouré d'un nuage d'électrons, de charge électrique négative. L'atome est électriquement neutre, lorsque le nombre d'électrons correspond au nombre de protons dans le noyau. Les électrons se répartissent autour du noyau en couches électroniques. Plus un atome possède d'électrons, plus il y a de couches électroniques. La façon dont les électrons sont distribués dépend du nombre maximal d'électrons que peut contenir une couche. Chaque couche électronique peut contenir un nombre maximal d'électrons. À l'état fondamental, le nombre maximal de couches est de 7. La première couche est la plus proche du noyau. Elle peut contenir au maximum 2 électrons. La deuxième couche peut contenir jusqu'à 8 électrons. La troisième couche peut contenir jusqu'à 18 électrons. La quatrième couche peut contenir jusqu'à 32 électrons. La cinquième jusqu'à 50 électrons. Et la sixième jusqu'à 72 électrons. Quant à la dernière couche, elle peut contenir jusqu'à 98 électrons. La couche électronique la plus externe d'un atome est appelée couche de valence. Le nombre d'électrons qui l'occupent détermine les propriétés chimiques de l'atome. Les éléments chimiques dont la couche de valence n'est occupée que par un seul électron sont les plus réactifs. C'est le cas par exemple de l'hydrogène et des métaux alcalins regroupés dans la première colonne du tableau. Tandis que ceux dont la couche de valence est saturée complètement d'électrons ont tendance à être chimiquement inertes. C'est le cas des gaz neutres, regroupés dans la dernière colonne du tableau. Dans le tableau périodique, les éléments chimiques sont classés dans l'ordre croissant de leur numéro atomique, que l'on appelle grand Z, qui correspond au nombre de protons que l'on trouve dans le noyau de chaque atome. Le numéro atomique est toujours un nombre entier, compris entre 1 pour l'hydrogène et 92 pour l'uranium. Les éléments 93 à 118 sont des éléments créés artificiellement en laboratoire. Le numéro atomique détermine à son tour le nombre d'électrons qui vont graviter autour du noyau. Dans le tableau périodique, les lignes horizontales sont donc appelées périodes. Tous les éléments d'une même période possèdent le même nombre de couches électroniques. Nous l'avons dit, à l'état fondamental, il existe 7 couches électroniques. Il y a donc 7 lignes dans le tableau périodique qui correspondent aux 7 périodes numérotées de 1 à 7. Autrement dit, un atome situé dans la première période possède une seule couche électronique. Un atome situé dans la deuxième période possède 2 couches électroniques, et ainsi de suite. Les colonnes sont appelées familles. Il existe 18 colonnes. Chaque colonne contient des éléments dotés du même nombre d'électrons sur l'orbite externe, c'est-à-dire sur la couche de valence. Comme c'est le nombre d'électrons situés sur la couche de valence qui détermine les propriétés chimiques des éléments, les éléments situés dans une même colonne possèdent des propriétés chimiques similaires. Par exemple, les éléments du groupe 18 sont tous des gaz qui ne réagissent pas facilement avec les autres éléments. C'est ce qu'on appelle les gaz inertes. Il faut cependant noter 2 particularités. Le tout premier élément, l'hydrogène, est placé par convention en haut à gauche. Mais l'hydrogène est un gaz, alors que les éléments de la première colonne sont tous des métaux mous. L'hydrogène possède toutefois un seul électron de valence, comme tous les éléments de la première colonne. L'hélium, quant à lui, fait partie de la famille 18. Il n'a que 2 électrons de valence et non 8. Alors pourquoi a-t-il été classé dans la famille 18 et non dans la famille 2 ? Parce que sa couche électronique est complète.
comme celle des autres éléments de la famille 18. En effet, l'unique couche électronique de l'hélium peut contenir un maximum de 2 électrons. Cette caractéristique lui donne donc des propriétés chimiques similaires aux éléments de la famille 18. La masse atomique représente la masse de toutes les particules qui forment l'atome, soit l'ensemble des protons, des neutrons et des électrons qui composent l'atome en question. Dans une même période, la masse atomique augmente de gauche à droite, car le nombre de particules dans l'atome augmente. Dans une même famille, la masse atomique augmente de haut en bas. Cela signifie que plus un atome est bas dans le tableau, plus il contient de protons. En conséquence, sa masse atomique est aussi plus élevée. Le rayon atomique représente la taille de l'atome. Plus le rayon atomique est grand, plus le volume de l'atome est grand. Dans une même période, le rayon atomique augmente de droite à gauche dans le tableau périodique. Lorsqu'on se déplace vers la droite du tableau, le numéro atomique augmente, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de protons est présent dans le noyau. Ces charges positives exercent une force d'attraction plus grande sur les électrons situés sur les couches électroniques, ce qui les rapproche du noyau. Le rayon atomique est donc plus petit pour ces éléments. Dans une même famille, le rayon atomique augmente de haut en bas dans le tableau périodique. En se déplaçant vers le bas du tableau, le nombre de couches électroniques augmente. Les électrons se retrouvent donc de plus en plus loin du noyau, ce qui contribue à l'augmentation du rayon atomique. Dans un groupe, du haut vers le bas, la taille ou le rayon d'un atome augmente. Les éléments ont plus de couches d'électrons, ce qui donne des atomes plus gros. Dans une période, de gauche à droite, la taille de l'atome diminue. Une plus grande quantité de protons tire les électrons vers le noyau. L'électronégativité est la force avec laquelle le noyau d'un atome attire les électrons impliqués dans une liaison chimique, autrement dit les électrons situés sur la couche de valence. Plus l'électronégativité est grande, plus il est facile pour l'atome de s'approprier des électrons des atomes voisins. Dans une même période, l'électronégativité augmente de gauche à droite. Au fur et à mesure que l'on se déplace vers la droite du tableau, les atomes ont tendance à gagner des électrons afin d'acquérir une configuration électronique stable. Ainsi, les non-métaux ont une plus forte tendance à acquérir des électrons, alors que cette tendance est beaucoup plus faible pour les éléments à gauche du tableau. Dans une même famille, l'électronégativité augmente du bas vers le haut. Puisque les atomes situés en bas du tableau sont plus gros, la force d'attraction exercée par le noyau est plus faible, étant donné la plus grande distance entre les charges positives du noyau et les électrons situés sur la dernière couche électronique. Par conséquent, plus l'atome est grand, plus l'électronégativité diminue. Les éléments ayant la plus forte électronégativité se trouvent dans la partie supérieure droite du tableau. Ainsi, les non-métaux ont une importante électronégativité. Ils ont tendance à attirer les électrons des autres atomes, tandis que les métaux ont tendance à perdre facilement des électrons. Attention, les gaz inertes n'ont aucune électronégativité. Comme leur dernière couche électronique est complète, ils ne cherchent donc pas à attirer d'autres électrons. Un atome qui perd ou qui gagne des électrons est appelé un ion. L'énergie d'ionisation représente donc l'énergie nécessaire pour arracher un électron à un atome. Plus elle est grande, plus il est difficile d'arracher un électron à cet atome. De manière générale, dans une même période, l'énergie d'ionisation augmente de gauche à droite dans le tableau. Dans les atomes situés à droite, le noyau atomique exerce une plus grande force sur les électrons. Ces électrons nécessitent donc une plus grande quantité d'énergie pour qu'ils soient arrachés. A l'opposé, les atomes situés à gauche dans le tableau exercent une force plus faible sur les électrons, car les électrons sont plus loin du noyau et qu'un plus petit nombre de protons est présent dans le noyau. De manière générale,
Dans une même famille, l'énergie d'ionisation augmente du bas vers le haut du tableau. La quantité d'énergie nécessaire pour retirer un électron est plus petite pour les éléments situés en bas du tableau, car la force d'attraction entre les électrons de valence et le noyau est plus petite. Ces électrons étant moins attirés, il est plus facile de les arracher que dans un élément situé dans le haut du tableau. À l'exception de l'hydrogène, les éléments du côté gauche du tableau périodique sont appelés les métaux. À température ambiante, les métaux sont solides, à l'exception du mercure qui lui est liquide. Les métaux ont un aspect brillant et sont donc de bons conducteurs de chaleur et d'électricité. Le triangle supérieur droit est celui des non-métaux. On y trouve le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore, le soufre et le sélénium. À température ambiante, ils peuvent être solides, liquides ou gazeux. Ce sont des isolants électriques, alors que tous les métaux conduisent l'électricité. Avec l'hydrogène, ce sont aussi les principaux éléments chimiques nécessaires aux vivants, que l'on retient avec la formule Schnopf. Entre ces deux groupes s'intercalent les métalloïdes. On y trouve le bore, le silicium, le germanium, l'arsenic, l'antimoine, le tellure et l'astate. Ils se comportent un peu comme des métaux et un peu autrement. Ils conduisent l'électricité, mais pas très bien. Ce sont des semi-conducteurs que l'on retrouve dans les circuits imprimés. Le fait qu'il s'agisse d'une diagonale viole le principe qui veut que les éléments d'une même colonne partagent des caractéristiques communes. Mais il s'agit là d'une règle générale, et la chimie est bien plus complexe, et aucune règle n'est parfaitement intangible. 4 familles importantes portent des noms. La première famille est celle des métaux alcalins, situés dans la première colonne. On y trouve le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium et le francium. Cette famille porte ce nom car lorsque l'un de ces éléments est en contact avec de l'eau, la solution formée est basique, c'est-à-dire l'inverse d'acide. Le terme alcalin est justement synonyme de basique. En conséquence, les métaux alcalins réagissent fortement avec l'eau en formant une réaction qui dégage de l'hydrogène. Pour cette raison, à l'état pur, on doit les conserver dans de l'huile. Ce sont tous des solides mous. Ils peuvent être coupés au couteau. Ils ont un seul électron de valence. Pour cette raison, on ne les trouve jamais seuls dans la nature. Ils sont toujours liés à d'autres éléments. Ils sont de très bons conducteurs d'électricité et de chaleur. La deuxième colonne regroupe la famille des métaux alcalino-terreux. On y trouve le beryllium, le magnésium, le calcium, le strontium, le barium et le radium. Cette famille porte le nom des alcalino-terreux pour 2 raisons. Premièrement, ils forment tous des bases lorsqu'ils sont en solution dans l'eau, d'où le terme alcalin. Deuxièmement, on les retrouve dans la composition de nombreuses roches. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont terreux. Ils sont en fait très nombreux dans la croûte terrestre. Ce sont aussi des solides mous, mais un peu plus durs que les métaux alcalins. Comme ils ont 2 électrons de valence, ils sont réactifs, mais leur réactivité est plus faible que celle des métaux alcalins. Ils sont surtout réactifs avec les halogènes, les éléments de la 17e colonne. Ils réagissent avec l'eau pour former des bases. Ce sont également des bons conducteurs d'électricité et de chaleur. L'avant-dernière colonne, la numéro 17, est donc celle des halogènes. On y trouve le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Sous forme de gaz, ce sont tous des éléments très colorés. Le mot halogène vient du grec al-génan, qui veut dire sel. Comme ils ont tous 7 électrons de valence, les halogènes sont extrêmement réactifs et forment habituellement des sels avec les métaux alcalins ou avec les métaux alcalino-terreux, avec lesquels ils réagissent souvent. Sous forme de gaz, ils réagissent avec l'hydrogène pour former des acides.
Comme ils sont toxiques ou bactéricides, on les utilise fréquemment dans les produits désinfectants. Enfin, la 18e et dernière colonne est celle des gaz inertes. On y trouve l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. On les nomme ainsi car ce sont tous des gaz à température ambiante et ils ne réagissent avec aucun élément du tableau périodique. On les appelle aussi les gaz rares car ils sont relativement rares dans l'atmosphère terrestre. Les gaz inertes ont tous leur couche de valence complète. L'hélium a 2 électrons de valence, tandis que les autres éléments de cette colonne ont 8 électrons de valence. À température ambiante, ce sont tous des gaz incolores. Cependant, ils produisent une lumière colorée lorsqu'ils sont soumis à une tension électrique à basse pression. C'est pourquoi on les utilise régulièrement dans les enseignes lumineuses. Les éléments des familles 3 à 12 sont donc connus sous le nom des métaux de transition. Ils ont en général une forte densité, une température de fusion et de vaporisation élevée. Ils possèdent de nombreux états d'oxydation en réagissant avec l'oxygène. Ce sont également de très bons catalyseurs. Ils accélèrent ou favorisent les réactions chimiques sans être consommés dans le processus. En bas du tableau périodique, on trouve 2 rangées. Ce sont les lanthanides et les actinides. Les lanthanides sont les éléments 58 à 71. Ils font partie de la période 6. Les actinides sont les éléments 90 à 103 et font partie de la période 7. Les lanthanides sont 15 éléments métalliques qui ont un numéro atomique donc entre 57 et 71. Avec le scandium et l'yttrium, ils forment le groupe des terres rares. Les lanthanides existent naturellement sur Terre et sont très nombreux dans la couche terrestre. Les actinides, eux, sont bien différents. Ils sont tous radioactifs et certains ne se trouvent pas dans la nature. Au-delà du 92, qui est l'uranium, les éléments sont créés en laboratoire. Voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur l'organisation du tableau périodique. Personnellement, je suis fasciné par ce tableau. Je trouve que l'organisation des éléments entre eux est vraiment merveilleuse, et ce tableau représente à la fois la parfaite fusion de la physique et de la chimie, mais également le génie de l'esprit humain pour comprendre la nature.